Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité ce soir sur BNews One, bienvenue. Le vendredi 13 février, jour de l'anniversaire du président de la République, les jeunes et leaders des organisations et des mouvements de jeunesse se sont mobilisés cet après-midi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé pour souhaiter joyeux anniversaire au président Paul Biya. Et puis le ministère de la Santé publique veut mettre à contribution la diaspora camerounaise dans l'amélioration des activités sanitaires. Dr Manaouda Malachi a procédé ce jour au lancement d'une plateforme numérique qui servira de lien entre les deux parties. Voilà pour le sommaire, les détails dans un tout petit instant. Comme les années antérieures, les jeunes, les leaders des associations et organisations de jeunesse étaient rassemblés cet après-midi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'était à l'effet de souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République qui est né un 13 février. Une cérémonie très colorée, marquée par la présence de nombreux membres du gouvernement. Il y avait également des acteurs politiques et bien sûr les maires des communes d'arrondissement qui ont mobilisé à leur niveau les bases militantes. Le reportage est signé Monique Bamio. C'est dans une salle parée aux couleurs nationales qu'autorités administratives, membres du gouvernement, parlementaires, recteurs d'universités et maires d'arrondissement ont répondu présents pour célébrer l'anniversaire du président Paul Biya. La cérémonie était conduite par Philippe Mbarga Mboa, ministre chargé des missions à la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État. Dans une adresse solennelle, il a salué la vision éclairée et la constance d'un homme d'État dont l'engagement pour la paix et la stabilité continue d'inspirer la nation. L'année dernière, c'était déjà fantastique. Cette année, c'est encore mieux, c'est fabuleux. Je pense que l'année prochaine, la toiture, si elle ne tient pas bien, va sauter parce que vous montez en grade d'année en année. Alors, regardez cette salle. Regardez cette marée humaine. Ce que nous voyons ici n'est pas un simple rassemblement. C'est un signal. C'est une démonstration, c'est un message qui dit Paul Biya, on ne touche pas. Alors, la jeunesse camerounaise est debout. Elle est debout pour la paix. Elle est debout pour la stabilité. Elle est debout pour la continuité. Elle est debout pour célébrer l'anniversaire de son champion, le président Paul Biya, un homme exceptionnel. À ses côtés, le préfet Djumfundi, les responsables des centres multifonctionnels de promotion des jeunes ainsi que de nombreuses figures politiques et administratives ont exprimé un soutien renouvelé au chef de l'État, insistant sur la continuité institutionnelle et la cohésion nationale. La jeunesse était également au cœur de cette mobilisation. Les jeunes de Yaoundé 3 ont participé activement à la célébration en présence de leur maire, Lucas Ouna, venu témoigner son attachement et de celui de sa commune au président de la République. Au-delà d'un cérémonial, cette journée s'est voulu un acte d'unité et de reconnaissance en faveur du président Paul Biya. La plateforme Diaspora Santé a été officiellement lancée aujourd'hui au ministère de la Santé publique. Elle est présentée comme un projet innovant parce qu'elle devra mettre en relation la diaspora médicale et le Cameroun. Au final, il faut capitaliser le potentiel de la diaspora camerounaise dans le secteur de la santé, faciliter surtout la mise en œuvre des projets d'investissement et assurer une meilleure maîtrise des effectifs. Le reportage est signé Lucien Bala.
C'est une plateforme qui servira de passerelle interactive permettant aux professionnels de santé installés hors du Cameroun de proposer leur expertise, d'initier des projets et de collaborer directement avec des structures sanitaires nationales. Elle constituera également une base de données fiable pour recenser et suivre les ressources humaines de la diaspora afin de mieux orienter les politiques publiques et les partenariats. Nous sommes en effet conscients de ce que représentent les membres de notre diaspora et surtout de leur apport dans la démarche de transformation de notre système de santé. Nous savons aussi les difficultés qu'ils ont parfois rencontrées pour avoir un ou plusieurs interlocuteurs fiables dans le cadre d'un accompagnement structuré, efficace et efficient. La plateforme Diaspora Santé est donc pour cela née de cette réalité et de la volonté de rendre l'engagement possible, lisible, sécurisé et surtout utile. Elle vise à capitaliser notre potentiel hors du territoire national, employeurs, chercheurs, cliniciens, étudiants, opérateurs économiques, experts en management, en numérique, en biomédical. Cette plateforme donc vous est destinée. Cette initiative s'inscrit dans la vision gouvernementale visant à moderniser le système de santé tout en valorisant l'apport de ses ressources extérieures. Notre diaspora médicale est donc une réserve immense de talent, de savoir-faire et de savoir, tout simplement, d'innovation et d'expérience acquises dans les systèmes de santé les plus avancés au monde. Nos compatriotes, et vous le savez tous, brillent dans les hôpitaux, les universités, les centres de recherche et les institutions sanitaires à travers le monde. Ainsi donc, ce génie médical camerounais doit plus que jamais profiter au Cameroun et aux Camerounais dans leur entièreté. La mise en service de cette plateforme marque ainsi une étape décisive dans le processus de mobilisation de l'expertise médicale camerounaise externe pour le développement du secteur de santé en droite ligne avec les objectifs de performance, d'inclusion et de durabilité prônés par les ministères de la Santé publique. Nous restons en santé pour parler d'un sujet qui reste un tabou au Cameroun. Pourtant, les femmes en souffrent. Comment accompagner ces femmes qui ont du mal à donner une vie? C'est tout le sens à donner au café de presse littéraire qui a été organisé à Yaoundé et dont les images sont commentées ici par Fabiola Atama. Les femmes atteintes d'infertilité sont souvent stigmatisées et traitées de tous les noms dans la société, ce qui les pousse à se sentir honteuses et inutiles. Pour briser ce tabou et créer un espace de parole sécurisant pour ces femmes, l'auteur de l'ouvrage intitulé « Debout contre les tabous », Agnès Guillemot, les a réunis pour un moment d'échange, de partage d'expériences sur la problématique. Je puise mes ressources simplement dans mon histoire. Mon histoire en premier, mais j'estime toujours, comme je le dis encore avec beaucoup d'humilité, que moi j'ai terminé. J'ai terminé, mes enfants sont grands aujourd'hui. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans ces couloirs-là et il est très très important d'aller leur dire qu'on les entend, qu'on les comprend, qu'on sait ce qu'ils traversent et que chacun peut devenir un vecteur de soins, simplement avec son comportement envers ces personnes-là. Donc, il est important d'aller en prendre conscience et de dédramatiser un peu parce que l'infertilité ne doit pas être un sujet d'actualité. Dans son ouvrage de 167 pages, Agnès Guillemot souligne que l'infertilité n'est pas seulement une affaire de femmes. Je voudrais qu'on dédramatise aussi ça. Dans un couple infertile, 30% c'est du fait de l'homme, 30% c'est du fait de la femme. Parfois les deux, c'est exactement les mêmes chiffres. Donc, il faut déjà s'enlever de la tête que quand on dit infertilité, c'est à cause de la femme. Non. C'est vrai que c'est le corps de la femme qui porte le projet parental. C'est-à-dire que s'il y a une grossesse, s'il y a des traitements, ainsi de suite, ce corps-là va être sollicité pour cela. Mais aujourd'hui, l'urgence pour moi, c'est le tabou, dans le tabou qu'est l'infertilité masculine, justement. Que les hommes se fassent consulter, qu'ils se fassent prendre en charge. Pour aider ces femmes,
Agnès Guillemot a sollicité l'accompagnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour les rendre plus accessibles et visibles. Ça coûte tellement cher de prendre soin de soi quand on est infertile. On dépense des millions, on s'endette, on brade ses biens. Et c'est un protocole qui nous coûte beaucoup. À chaque fois, ça ne marche pas, il faut repayer pour le prochain protocole. L'ouvrage d'Agnès Guillemot arrive donc comme une solution pour briser le tabou qui entoure l'infertilité et donner espoir à ceux qui en souffrent. On en sait un peu plus sur les études menées par l'Observatoire des pratiques anormales dans les enceintes des ports de Douala et de Kribi, ainsi que sur les principaux corridors d'Afrique centrale. Et comme vous le voyez en image, la restitution des résultats de ces études a eu lieu à Douala dans le cadre d'un atelier régional regroupant les transporteurs, les commissionnaires agréés en douane, les partenaires techniques, les administrateurs, ainsi que d'autres acteurs du transport. Il est apparu au cours des échanges que la collecte des données sur le déroulement des opérations de transit auprès des acteurs de terrain dégage des dysfonctionnements liés à la multiplication des postes de contrôle, les lenteurs administratives, la durée excessive des trajets, parfois l'état dégradé des infrastructures routières. Pour Pierre-Guillaume Boum Bissaï, il est le représentant résident de la CEMAC au Cameroun. Les études avaient pour fondement la confrontation des données collectées aux réalités opérationnelles, l'ajustement des analyses et la formulation des recommandations susceptibles d'améliorer la gouvernance portuaire et la compétitivité des corridors. Les discussions de Douala ont permis de faire des propositions concrètes en matière de gouvernance des corridors, la rationalisation dans les contrôles et puis l'amélioration des infrastructures pour un transport plus fluide et plus compétitif. De sa position géographique stratégique, le Cameroun devra jouer un rôle primordial dans la mise en œuvre des recommandations de l'atelier régional de Douala. On va donc regarder Jean-Yves Masuka, qui est chef de la cellule de facilitation des échanges au port autonome de Douala. La place portuaire de Douala-Bonabéry est en train de finaliser son système d'information portuaire, qui va permettre effectivement de capter l'ensemble des informations, que ce soit des armateurs, que ce soit des consignataires ou accognés, pour que ces informations-là soient circonscrites dans un module unique et à la disposition des autres parties prenantes. Donc le système d'information portuaire sera totalement opérationnel d'ici le mois de septembre de l'année 2026 courant. Et il y aura donc une dématérialisation totale et effective de la plateforme portuaire de Douala-Bonabéry. De sorte que la plateforme portuaire de Douala-Bonabéry soit la plus fluide et la plus linéaire possible en termes d'importation, d'exportation et de transit des cargaisons et des marchandises. L'UNESCO a proclamé ce 13 février Journée mondiale de la radio. L'occasion était de nous donner de réfléchir sur la radio face à l'essor de l'intelligence artificielle et qui est un outil particulier mais pas une voix. Dans la journée, en Balmayo précisément, la délégation départementale de la communication a rassemblé les jeunes de l'école primaire publique inclusive d'Angalan à l'effet de leur apporter quelques données initiales dans l'animation de la radio. Nous avons en Balmayo notre correspondant Luther Sana. Bienvenue à votre journal. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la radio édition 2026. Inventée vers 1895-1897, la radio reste un outil de communication puissant et fiable, capable d'atteindre des zones reculées. C'est ainsi qu'à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la radio, les élèves de l'école publique pilote inclusive de Ngalan de Balmayo sont initiés à l'école de la radio. Lancé le 9 février dernier sur les antennes de Radio Femmes, il a connu une célébration particulière avec la programmation d'une édition spéciale ce 13 février avec le journal parlé des écoliers rendu en français, en anglais et en néondo. Ce que j'aime plus dans ce métier, c'est qu'il est important dans la société, il aide beaucoup de personnes. Il aide beaucoup de personnes à connaître des informations.
Sous le thème radio et intelligence artificielle, les écoliers ont été à l'imprégnation des bases de la communication radiophonique sous les yeux de leurs encadreurs. Il y a des critères de sélection pour entrer dans le club journal. Le critère majeur, c'est la lecture. Un journaliste doit savoir lire. Donc, c'est le premier critère que j'utilise à l'EPIA pour sélectionner les élèves qui entrent dans le club journal. Initiative de la délégation départementale de la communication d'Union ESSO, il est le processus d'un projet qui s'étendra dans les établissements et arrondissements du département. L'initiative a été déjà de susciter la vocation aux plus jeunes. Comme on dit, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Donc nous avons voulu déceler les talents chez les plus jeunes pour qu'ils sachent généralement quelle voie adopter. En 2011, le 13 février a été proclamé Journée mondiale de la radio par les États membres de l'UNESCO. La Journée mondiale de la radio est l'occasion de remercier les radiodiffuseurs de nous faire accéder à des informations, de permettre à des voix de s'exprimer et de partager des histoires avec le public. La question de la jeunesse camerounaise face aux périls sociaux, l'urgence d'un sursaut collectif reste d'actualité. Dans son message du 10 février à la jeunesse camerounaise, le président de la République a pointé du doigt les fléaux qui menacent l'avenir de la nation, à savoir la délinquance, la consommation des stupéfiants et les dérives numériques. Entre détresse et espoir, les parents et la société civile s'interrogent comment briser le cycle de la dépravation. Et comme piste de solution, d'aucuns proposent le renforcement de l'autorité parentale et l'insertion socio-économique. Larissa Liké. Pourtant considérée comme le fer de lance de la nation, une certaine jeunesse camerounaise semble s'égarer dans les méandres de l'abus d'alcool, de la drogue et d'une utilisation abusive des réseaux sociaux qui confinent à la dépravation des mœurs. Face à ces obstacles qui minent l'épanouissement des jeunes, la parole est donnée à ceux qui sont en première ligne, les parents. Déjà, je remercie le chef de l'État d'avoir mis un point d'honneur sur la question dans son dernier discours à la nation et particulièrement à la jeunesse. Nous saurions, n'est-ce pas, interdire la communion entre notre jeunesse et les réseaux sociaux. Mais nous, en tant que parents, nous, en tant que leaders, chacun de nous, dans notre position, nous devons simplement encadrer cette jeunesse pour lui empêcher de verser, n'est-ce pas, dans les dérives auxquelles nous assistons ces derniers temps. Pour ceux des parents rencontrés, le premier point de convergence est la nécessité d'une présence accrue. Il ne s'agit pas d'une surveillance policière, mais d'un accompagnement de chaque instant. Et les parents devraient être un peu plus sévères. Et qu'à l'éducation aussi, au niveau de l'éducation, on se doit aussi de mettre un peu beaucoup plus de points. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a laissé l'histoire du fouet, mais je pense qu'on devrait tout un peu le remettre dans notre éducation. Simplement mettre les jeunes, n'est-ce pas, dans un certain canevas, les conseiller et ne jamais se fatiguer. Le dialogue reste donc l'unique clé. Il faut sensibiliser sans cesse, mais aussi et surtout apprendre à les écouter. Derrière chaque dérive, il y a souvent un silence non entendu. Moi, je pense que les statistiques de l'INS sont vraiment très claires. Plus de la moitié des jeunes à l'âge de travailler sont au chômage. Quand je parle de plus de jeunes, c'est au moins 75% des jeunes. Le manque d'emploi justifierait peut-être toutes ces dérives, puisque sans occupation et sans perspective de revenus, le jeune devient une proie facile pour les stupéfiants et les mirages des réseaux sociaux. Au point de vue social, l'on pense que les efforts doivent être partagés, puisque l'État, malheureusement, ne peut pas garantir un emploi stable à tous les jeunes. L'intérêt, nous particulièrement jeunesse, à se lever et à faire preuve de créativité. Le chef de l'État lui-même l'avait bien dit il y a cela une dizaine d'années. La jeunesse camerounaise doit se livrer dans les activités génératrices de revenus telles que l'agriculture, l'élevage. Si tu fais peut-être ton élevage là, c'est que tu vas pas mourir de faim. La lutte contre ces fléaux ne se gagnera pas uniquement par des discours, mais par une action coordonnée entre la famille, l'école et les structures de l'État. Alors, à chacun de jouer son rôle.
Reparlons de la 60e édition de la fête de la jeunesse à Ngoulmakon, dans le sud du pays. Cette fête-là a été célébrée dans une ferveur remarquable, venant ainsi clôturer une semaine d'activités culturelles et sportives. La mobilisation des jeunes à la place des fêtes et la qualité de l'organisation ont été saluées par les autorités locales. Le compte rendu de Yves Zembila. La 60e édition de la Fête nationale de la jeunesse se referme à Ngoulmakon sur une note d'espoir et d'effervescence. Malgré les pluies enregistrées dans la matinée, la mobilisation est restée intacte. Jeunes, élèves ont massivement répondu présents à la place des fêtes. Une trentaine d'établissements scolaires et d'associations ont paradé devant les autorités en présence du sous-préfet d'arrondissement. Message de paix, d'unité et de vivre ensemble ont rythmé cette parade colorée, une mobilisation saluée par les autorités qui parlent d'une organisation réussie à 100%. Les pressions sont très bonnes. Disons que tout a commencé avec la 11e de la fête de la jeunesse. D'abord l'ouverture qui a eu lieu à Essingan, et ensuite délocaliser les différents défilés dans le groupement Fond 1, Fond 2. Ici, c'est l'apothéose aujourd'hui et nous sommes très satisfaits, tant au niveau de l'organisation matérielle que de la mobilisation populaire. Durant toute la semaine, les activités se sont enchaînées. La cérémonie de levée des couleurs, la matinale d'excellence, les opérations de reboisement ainsi que les compétitions culturelles et sportives ont meublé cette onzaine riche et intense. Les meilleures prestations ont été récompensées. Le bilan est positif parce que nous avons suivi de bout en bout toutes les activités qui se sont passées et nous nous félicitons du fait que les activités se sont déroulées sans incident majeur. Donc dans l'ensemble, c'est un bilan très positif pour l'arrondissement de Ngoulmakon dans le cadre de la célébration de ce 60e de la fête de la jeunesse. Le message du président de la République, Paul Biya, relayé, a rappelé que la jeunesse constitue la force et l'avenir de la nation. Un appel appuyé à la prise de conscience, à la responsabilité et à l'engagement pour bâtir un Cameroun uni et prospère. Demandons à la jeunesse de croire, de continuer à croire en leur pays. Et surtout, après le message du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, hier soir, il y a beaucoup d'espérance et beaucoup d'espoir en la jeunesse. La jeunesse reste le fer de lance de la nation. Et tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est pour les générations futures. Stop aux stupéfiants, stop à la drogue, stop au comportement malsain et malveillant, stop à la dépravation des mœurs. Voilà les seuls conseils qu'on leur demande d'appliquer et de se mettre à fond dans le travail, à fond dans tout ce qu'ils font, et le Cameroun restera un pays debout. Alors que cette 60e édition s'achève, les regards sont déjà tournés vers 2027 avec l'espoir d'une célébration encore plus belle et plus riche. C'est également avec faste et solennité que la fête du 11 février a été célébrée dans l'arrondissement d'Iban. Nous sommes dans la région du centre. Les écoliers, les élèves ont offert un show à la place des fêtes d'Iban. Reportage de Franck Peck et Gabriel Ndong. Tel un chemin de croix, se rendre à Diban représente un véritable parcours du combattant. Partant du carrefour Sombo, situé sur la nationale numéro 3, il faut braver une route très enclavée dont d'âmes pluies ont empiré l'état ce 11 février 2026. Nonobstant cet obstacle, ils sont venus des 4 coins de cet arrondissement du département d'Union et Kélé pour prendre part au défilé de cette 60e édition de la fête de la jeunesse à la place des fêtes de Diban. C'est à 13h, à cause de la météo peu clémente, que les hostilités seront lancées. Après l'écoute solennelle du discours à la jeunesse du chef de l'État Paul Biya, établissements scolaires, associations légalisées et quelques partis politiques ont marqué devant une tribune d'autorité avec au premier rang le sous-préfet Moloka Alain Ekwe, le pas. Les tout-petits de la maternelle vont constituer ici la plus grosse attraction. Ce, pour le plus grand bonheur des élites locales et du chef de terre. Comme autorité administrative d'ici dit seulement un seul mot, ma satisfaction et mon remerciement aux populations, à ces jeunesses qui ont écouté le message du chef d'État, qui sont sortis massivement pour prendre part à les journées. Aux élites qui ont participé, qui ont franchi la route pour entrer et prendre part à cette belle fête. Nous sommes arrivés pour célébrer avec nos jeunes frères la 60e édition de la fête de la jeunesse à Diban. C'était satisfaisant et nous avons assisté à une parade. Les jeunes se sont déployés et je dirais que ça continue.
La parade du défilé a rapidement laissé place à un choc culturel organisé sous forme de concours afin de mettre en exergue les talents des élèves des différents établissements scolaires de l'arrondissement de Diban. Poèmes, danse, course au sac auront entre autres été les épreuves au menu de cette compétition. Vous voyez que la ville de Diban est en pleine couleur aujourd'hui. Ça démontre l'attachement du peuple de cet arrondissement. Le clou de cette célébration du soixantenaire de la jeunesse à Diban a eu lieu au stade de football où Administration FC, une équipe composée des fonctionnaires et cadres administratifs de la localité, a dominé en finale du tournoi spécial fête de la jeunesse Moto Taximan FC sur le score de 2-1. En religion, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'Église catholique romaine au Cameroun et précisément dans la région du Nord-Ouest. En effet, le Saint-Père, le pape Léon XIV, a officiellement nommé ce vendredi 13 février le révérend abbé John Berugnoin Tata aux fonctions d'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bamenda. L'annonce a été rendue publique par un communiqué officiel d'annonciature apostolique à Yaoundé. Jusqu'ici, il faut dire qu'il était prêtre du clergé diocésain. L'évêque viendra prêter main forte à l'administration pastorale de cette église majeure, dans un contexte où les défis de paix et de communion restent au cœur des missions de l'église locale. L'annonciature a d'ores et déjà invité l'ensemble de la communauté chrétienne du Cameroun à s'unir à la prière pour accompagner le nouvel évêque dans sa lourde et noble mission apostolique. L'actualité à l'étranger ce soir, le Conseil de sécurité de l'Union africaine soutient la Somalie. Lors de la session ministérielle qui s'est tenue à Addis Abeba, cette instance a déclaré qu'aucun acteur n'a le pouvoir ou la légitimité de modifier la configuration territoriale d'un État membre de l'Union africaine. Cette prise de décision de l'Union africaine constitue un soutien diplomatique, à n'en pas douter, un soutien crucial pour le gouvernement fédéral de Somalie qui est basé à Mogadiscio. Le reportage est signé Fabienne Esson. Cette prise de décision a été accueillie à l'unanimité par les pays voisins, à l'instar de l'Éthiopie, réaffirmant son soutien à l'unité de la Somalie. L'organisation panafricaine a ordonné la révocation immédiate du Somaliland, reconnu comme État indépendant il y a quelques mois par Israël. Une reconnaissance considérée comme une menace pour la stabilité sécuritaire régionale et une atteinte à l'unité territoriale de la Somalie. Pour l'Union africaine, son véritable défi sera de relancer le dialogue entre Mogadiscio et Hargeisa pour garantir une unité durable. Cette solidarité reflète les intérêts communs qu'ont tous les pays africains sur les questions concernant la sécurité, la stabilité du continent, la paix et le développement. En sport, nous parlons du championnat de football Elite One qui va certainement captiver les fans ce week-end, à savoir que du dimanche 15 au lundi 16 février, toutes les équipes seront en lice pour consolider les positions au classement et marquer aussi les esprits. Avec 9 points chacun, la lutte pour le leadership est actuellement très âpre avec Dynamo de Douala et Gazette de Garoua. Franck Mpek nous en dit plus. Le championnat national de football Elite One va franchir sa 5e borne le week-end prochain avec 6 matchs au programme. En ouverture, ce dimanche au stade militaire de Yaoundé, on aura droit au duel des oiseaux. Colombe Sportive du Sud affronte Aigle Royal du Mongo. Les deux clubs ont perdu leur dernier match respectivement face à AS Fortuna et Canon Sportif de Yaoundé. Ce point commun devrait donner une saveur particulière à cette rencontre. Le coup d'envoi sera donné à 17h top pile. Le leader du championnat, Dynamo de Douala, tentera de décrocher sa première victoire à l'extérieur. Ça sera face à Stade Renard de Milan. Une rencontre à haut risque où les bonnes Bajop, encore à la recherche de leur rythme de croisière, devront faire preuve de solidité pour s'imposer sur la pelouse du Renard. De son côté, Coton Sport de Garoua, invaincu depuis le début de la saison, défendra son record à domicile contre Fauve Azur de Yaoundé. Les cotonculteurs voudront confirmer leur statut de prétendants sérieux au titre et continuer leur série impeccable.
Parmi les autres rencontres à suivre, PWD de Bamenda fera son retour au Bamenda Proximity Stadium pour affronter la Panthère Sportive d'Indé, tandis que Victoria United de Limbe croisera le fer avec Aigle Royal de la Ménois au Saint-Junero Stadium. La journée se clôturera lundi prochain à Yaoundé avec un choc entre Cadon Sportif et Unisport du Honkam, un match qui promet de faire vibrer le public du stade Omnisport annexe numéro 1. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal télévisé sur BNews 5-4-3-2-0. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur BNews One. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons lundi à 19h30.